vais aborder dans cette causerie, autre causerie du jour de Pentecôte, le concept d'anthropologie du visible, du développé. Il me paraît une question épistémologique assez importante. Il y a une opposition entre l'anthropologie du visible et l'anthropologie de l'extérieur, si on veut, et l'anthropologie de l'invisible, qui sont l'anthropologie de l'intérieur. Et, à mon avis, au niveau de l'histoire des sciences, on serait passé d'une anthropologie du visible à une anthropologie de l'invisible, avec les conséquences que ça peut impliquer. Alors, ce qu'il faut, c'est éviter les anachronismes, c'est-à-dire éviter de rejeter l'anthropologie du visible, qui correspond à une certaine époque, à un certain âge de l'humanité, à une anthropologie de l'invisible, qui serait la vérité absolue, qui se substituerait aux vérités antérieures. Alors, ça touche à beaucoup de sujets, mais notamment les sujets qui ont souffert de ce passage, c'est l'astrologie, c'est la question des races, c'est la question des sexes, qui sont actuellement en crise au regard d'une épistémologie de l'invisible. Alors, je voudrais m'expliquer sur ce sujet. Je n'ai pas lu tout ce qu'on a pu écrire sur tous ces sujets, et je pense que ce que je dis est assez nouveau, mais enfin, ça recoupe certainement des travaux antérieurs ou contemporains, mais enfin, je ne les ai pas en tête, et c'est très intéressant d'ailleurs de les rappeler, parce que d'autres personnes les rappellent. Alors, l'anthropologie du visible, c'est une anthropologie du constat. Je vois un homme et une femme, je vois qu'ils sont différents. Je vois un noir et un jaune, je note qu'ils sont différents. Est-ce que cette observation correspond à une réalité invisible, par-delà cette observation visible? Est-ce que dans l'invisible, est-ce que c'est également pertinent? C'est une question que je n'ai pas à me poser. Et quand bien même les observations visibles ne seraient pas validées, ou du moins validées dans l'immédiat, parce que la science n'est pas arrivée à son terme, quand bien même ne seraient pas validées dans l'immédiat, ça ne remet pas en question nécessairement les effets de cette approche. En astrologie, je dirais que le fait que je distingue entre telle et telle planète, entre telle et telle étoile, par sa couleur, par sa visibilité, et que j'en tire certaines conclusions, ne sera pas forcément remise en question parce que des siècles et des millénaires plus tard, on aura compris que tout ça n'est pas très significatif et que ce que je croyais proche est lointain, ce que je croyais lointain est proche. Enfin, on peut jouer longtemps à ce petit jeu des erreurs. Erreurs de perspective, erreurs qui consistent à accorder une importance à ce qui n'en a pas réellement. Il y a tout un procès, il y a toute une polémique entre ces deux anthropologies du visible et de l'invisible, entre les anciens et les modernes. Donc, je crois que cette opposition est stérile. Au regard de l'anthropologie, ce ne soit pas au regard d'une science qui ne tiendrait pas compte du sujet.
l'objet, justement, dans les sciences humaines, intervient quant au statut de l'objet. C'est probablement moins vrai, effectivement, au niveau des sciences de l'invisible, encore que on est aussi beaucoup écrit sur ce sujet. Des références sur les sujets d'objet, même dans le domaine de la physique. Tout de même. Donc, plutôt que de parler de sciences molles, de sciences dures, qui est la terminologie habituelle, la dichotomie habituelle, je préfère parler donc des sciences du visible et des sciences de l'invisible. Je vais donc développer un peu plus dans ce domaine-là, si mon propos n'a pas encore été bien compris. On sait que j'attache beaucoup d'importance à la question juive, par exemple, que j'attache beaucoup d'importance à la question des femmes, et que j'attache beaucoup d'importance à la question des cycles. C'est-à-dire que c'est à trois grands volets. Mais ces trois grands volets sont concernés par la question de l'anthropologie du visible. Et il s'agit épistémologiquement d'en défendre la réalité. Certains qui sont dans le déni vont parler de l'anthropologie de l'invisible pour minimiser ou pour nier l'existence d'observations et de constructions et d'institutions qui n'auraient sens, qui ne feraient sens que dans le domaine de l'anthropologie du visible. J'ai aussi la faiblesse de croire que, en 2014, les êtres humains restent complètement tributaires du visible. Et même dans le domaine des appareils les plus perfectionnés, on est censé distinguer les boutons, les picots les uns des autres. Et ce mot-là de distinguer est très important. Car il n'y a pas d'anthropologie du visible sans dualité et sans distinction. Et sans distinction de l'altérité. Le visible ne fait pas sens si je n'ai pas la possibilité de distinguer entre deux choses qui se distinguent précisément par leur aspect. Si je n'ai pas un travail de différenciation, je ne suis pas dans une épistémologie du visible. Il ne fait pas de sens de parler des blancs si je ne les oppose pas aux noirs. Il ne fait pas de sens de parler d'un astre si je ne l'oppose pas à un autre astre. Je ne distingue pas d'un autre astre. Et pour les hommes et les femmes, c'est pareil, il faut les distinguer. Donc, l'anthropologie du visible est une anthropologie, excusez du lapsus, est une anthropologie de la distinction, du distinguo. L'anthropologie de l'invisible est peut-être moins polarisée sur cette distinction, puisque dans bien des cas, je pense notamment aux théories sur l'atome, dans bien des cas, ce qui apparaissait distinct au regard de l'anthropologie du visible ne le serait pas au niveau de l'anthropologie de l'invisible. Donc, effectivement, l'anthropologie de l'invisible est souvent là pour montrer l'unité du champ en opposition à la dualité. C'est pourquoi les sciences humaines, les sciences sociales sont en crise épistémologique, parce qu'elles sont confrontées au modèle de l'anthropologie de l'invisible et ont tendance à mettre en question le socle sur lequel les sciences humaines sont établies. Et ce n'est pas sans conséquence au niveau de la société.
comme quelles sont les races, quels sont les sexes. Et globalement, la question est stupide. Donc, il y a là un vrai problème. Alors, je crois, comme je disais, que nous sommes toujours instinctivement, viscéralement, dans notre anthropologie du visible. Même si nous vivons dans un univers scientifique qui serait de l'ordre de l'invisible, le plan du technique, le plan de l'humain, est essentiellement de l'ordre du visible. Là, il y a un conflit, des conflictualités entre la science et la technique, entre la science et toute la structuration de l'humanité à travers son histoire. C'est vrai que nous pourrions parler des langues qui effectivement ne sont pas visibles, qui sont plutôt, on dirait, reconnues du fait de l'oralité, mais qui ont certainement aussi un substrat visible, par l'écriture, par l'alphabet, par les signes. Et je vais tout insister, donc c'est un sujet assez délicat, sur cette question de la visibilité, même de la musique. Le visible, entendons-nous bien, d'ailleurs, implique, comme dirait Platon, d'être sorti de la caverne, d'avoir de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de visibilité. Donc celui qui ne vit pas dans la lumière aurait tendance à aller dans l'invisibilité. Traduire oralement quelque chose, c'est le faire rentrer dans une certaine mesure dans l'invisibilité. C'est beaucoup plus difficile de discuter d'une parole que d'un texte. Et aujourd'hui, il y a ce conflit aussi. Une lettre, un SMS, un texto, et puis une conversation téléphonique. Les écrits restent. La parole fluctue, mais les écrits restent. Alors, effectivement, c'est pour moi la deux humanités aussi. Une humanité qui s'est développée autour de la notion de feu, de lumière, et une humanité qui vit plutôt dans les ténèbres et dans l'invisible, et qui a besoin de la parole orale pour communiquer. Et qui ne voit pas ni les visages, ni les textes. Bon, on ne va pas rentrer trop dans ce détail, mais il y a une problématique là. Nier qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, qu'il y a une différence entre les races, c'est bel et bien nier l'impact de la visibilité. Il ne s'agit pas de contester le fait que peut-être au niveau de l'invisible, ces différences sont marginales et même sont inexistantes. C'est d'autres problèmes, peut-être. Mais elles n'en sont pas moins vraies. Et nous voyons à une certaine véracité. Et nous construisons sur cette véracité. Et ce que nous avons construit, ça peut perdurer. Par le biais d'institutions diverses, par le biais de recommandations. On ne peut pas éliminer des millénaires d'histoire de l'humanité qui ont été articulés sur le visible. Au prétexte que s'agissait de critères discutables.
oui, vous savez, les races, tout ça, c'est du pipeau, ça n'a aucun sens, ça n'est pas recevable scientifiquement. Peut-être, c'est possible, mais ça n'en existe pas moins. Parce que le visible nous impose cette perception des choses. Et nous avons construit pendant des millénaires sur cette perception des choses. Alors on peut nous convaincre qu'en effet, ce que nous avons vu était un mirage, était une illusion d'optique, tout ce qu'on voudra. Mais il n'en est pas moins vrai, comme dirait Galilée, mais ça n'en existe pas moins. C'est pas aussi mauvais. On en est là. On en est au déni de ce qui est vu. Et à propos de Galilée, Galilée, justement, il voyait à la fenêtre. Il voyait des choses, et ben voilà. Maintenant que ça ne correspondait pas à telle ou telle représentation, c'est un autre problème. Donc, j'ai écrit récemment sur la question juive, qui est une question particulièrement délicate. Je ne reviendrai pas dessus parce que je vais développer une idée sur ce sujet, mais disons-le qu'effectivement, comment la notion de peuple élu, comment la question d'un peuple juif aurait-elle pu exister s'il n'y avait pas eu en face une population qui n'avait pas le même visage, qui n'avait pas la même couleur, qui n'avait pas la même apparence. Voilà. Ce qui nous a amené à développer la thèse assez nouvelle, il me semble, dans laquelle les Juifs seraient une tête de pont de la race blanche dans le monde du Moyen-Orient, et donc auraient incarné à eux seuls une différence alors qu'en réalité, ils ne faisaient que représenter une race beaucoup plus large, mais qui n'était pas sur le même continent. Donc, je crois que les Juifs ont dû se distinguer, non pas par leur qualité intrinsèque, mais parce que dans le contexte où ils se trouvaient géographiquement, ils étaient différents. Ça veut dire qu'ils étaient différents dans l'absolu. Mais ils étaient différents dans le contexte. Donc là, c'est encore plus compliqué que ça, car c'est une problématique contextuelle. Telle personne est visiblement différente au sein d'un groupe donné, et elle ne sera pas du tout différente au sein d'un autre groupe. Parce que sa visibilité ne sera pas la même, puisque dans un premier groupe, elle sera avec des gens qui lui ressemblent, dans un autre groupe, avec des gens qui ne lui ressemblent pas. Donc, la notion de ressemblance renvoie évidemment à la notion de visibilité. Donc vous voyez, on peut, comme ça, revenir en arrière, puisque la visibilité est considérée comme un des critères majeurs de l'organisation de société, on peut effectivement arriver à éclairer des époques extrêmement anciennes en jouant sur ce principe de la visibilité. Pour les hommes et les femmes, bon, c'est encore plus évident, même si ça renvoie à des choses plus complexes aussi, parce que qu'est-ce que c'est que les hommes, qu'est-ce que c'est que les femmes, d'où ça sort, est-ce que c'est la même humanité ou est-ce que ce sont deux humanités différentes qui vivent en symbiose? Bon, on va aborder cette question-là, c'est délicat, mais ce qui est un fait, c'est qu'évidemment, dire que ces différences sont dérisoires et imbéciles, ça n'a pas de sens. Si pendant des millénaires, on a vu qu'il y a des différences entre l'homme et les femmes, ça n'interdit pas qu'on ait pu en tirer des conséquences. Des conséquences, ne sont pas vraiment des applications. Conséquences, ça veut dire autre chose. On en a tiré des usages, à tort ou à raison, qui faisaient sens socialement au niveau de, par exemple, la division du rôle, la division du travail, etc. Pourquoi pas? Maintenant, la question qui se pose, et je reviendrai là-dessus, c'est la durabilité de ce genre de construction. Quand on parle de
construit, ça pose aussi la question de Darwin, est-ce que ce qu'on a construit sur des bases visibles, sur des repères visibles, est quelque chose de solide? C'est solide dans la mesure où on continue à voir que ça, nos écosystèmes temporels continuent à fonctionner comme ils ont fonctionné il y a déjà des milliers d'années. Maintenant, est-ce qu'il y a un contenu qui lui a perduré? C'est une autre question. Est-ce que les caractères, les particularités attribuées à chaque groupe distinct visiblement se sont perpétuées? Vous savez que Darwin parle de ces questions, en question la transmission des caractères acquis, il parle de mutations qui se sont produites quasiment involontairement, qui seraient les seules qui auraient vraiment valeur. Ça veut dire que quelque part l'humanité se serait inscrite dans un processus naturel par mégarde, si on peut dire, et non pas du fait de sa volonté. C'est une philosophie assez étrange derrière tout ça. Bon. Je ne pense pas trancher sur ce sujet. Il est possible que les différences visuelles renvoient elles-mêmes à des histoires différentes. Donc le problème de la symébiose est toujours un peu toujours présent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ces différences visuelles sont aléatoires et qu'elles ne veulent rien dire. Il est possible au contraire qu'elles correspondent aussi à des parcours différents, à des processus psychiques différents. Voilà, c'est un point de là-dessus que je voudrais terminer, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas des hommes et des femmes, j'ai développé l'idée qu'il y avait peut-être deux humanité différentes, qui justement vivent au regard de la lumière. Ça ne se fait pas dans les mêmes environnements lumineux. On retrouve la notion de Proserpine et de Pluton, peut-être des humanités qui ont vécu en surface, et d'autres à la lumière, et d'autres humanités qui ont vécu dans des cavernes ou à l'intérieur, je ne sais pas, de la Terre, et qui donc, par conséquent, n'auraient pas développé les mêmes sens, et notamment pas la même visibilité. Moi, je crois assez à cette idée-là. En revanche, dans le cas juif, non, dans le cas juif, je pense qu'en effet, ce sont des différences qui n'existent pas réellement, dès qu'on sort du contexte. Mais, quand on revient dans le contexte, ces différences réapparaissent. C'est-à-dire que les juifs réintégrés dans le champ de la race blanche, ils ont tendance à disparaître. Ils sont partie prenante de cette race blanche. Donc ils ne sont pas différenciables visuellement, sinon par leur habillement, leur langue, leur religion. C'est aussi une dimension visible, évidemment, mais moins superficielle. En revanche, où les juifs s'installent ou se réinstallent dans un milieu non blanc, et les Arabes ne sont pas réellement des blancs au sens du terme, à ce moment-là, leurs différences réapparaissent, puisque le contexte, on les rétablit dans le contexte où leur différence est apparue. Donc on va réactiver leurs différences en les replaçant dans le contexte où cette différence est née. Et inversement, lorsqu'on les sort de cette différence disparaît. Cela dit, la présence même d'Arabes dans la société française, par exemple, complexifie le jeu puisqu'elle tente à rétablir cette différence même en dehors du Moyen-Orient. Si on peut dire que les Arabes sont peut-être mieux placés, si on peut dire, pour capter la spécificité juive que
que les chrétiens, les chrétiens occidentaux, les chrétiens. Donc là, on a une situation un peu complexe qui est la question de la contextualité. La différence est souvent contextuelle. Dans un monde où il n'y a pas de femmes, par exemple, on ne peut pas distinguer les hommes des femmes, ça c'est la parité. L'inversement. Donc en supprimant l'autre, ou du moins en évacuant l'autre, et bien à ce moment-là, on évacue la différence. Et il peut y avoir une tentation, effectivement, à faire l'impasse